Les granulats. Pourquoi est-ce que je parle de granulats? Eh bien, les granulats, ce sont des matériaux de construction qui sont issus de certaines roches et notamment de l'érosion de certaines roches. Alors, nous allons étudier. Alors, c'est pas pour les granulats en eux-mêmes, c'est pas pour l'étude des granulats en eux-mêmes, mais c'est plutôt en rapport avec les constructions humaines. L'homme a besoin des matériaux qui proviennent de la nature. Les roches font partie de ces matériaux et l'érosion de ces roches va permettre la désagrégation de ces roches, l'altération des roches, et les produits de l'altération vont pouvoir être utilisés. Et certains de ces produits d'altération s'appellent les granulats. Alors, nous allons essayer de découvrir ce que c'est. Donc l'homme, l'être humain, il utilise de nombreux produits de l'érosion ou de sédimentation, ou les deux. Et ces besoins, évidemment, ce sont ces besoins en fait qui nécessitent l'exploitation de divers matériaux issus de la nature. Donc là, on doit comprendre que l'érosion a des implications dans la vie de tous les jours de chaque être humain, ne serait-ce que pour la construction de maisons, de routes, etc. Et il nous faut évidemment des matériaux utiles pour pouvoir construire ce dont l'homme a besoin. Bon. Alors, nous allons essayer dans ce cours de présenter les granulats qui vont correspondre à une première ressource du sous-sol qui sera exploitée en France. Alors, les granulats, eh bien, ce sont, comme je vous l'ai dit, de petits morceaux de roche. Alors, habituellement, quand on étudie les roches, quand on parle de désagrégation des roches, d'altération, d'érosion, etc., on parle plutôt de sédiments. Et on a vu que ces sédiments vont aller se poser, donc se déposer dans des bassins sédimentaires pour, avec le temps, reformer des roches, par exemple sédimentaires, détritiques ou autres, etc. Mais là, c'est pas pareil. Là, on fait une désagrégation de roches et on va utiliser ces roches pour les utilités de l'espèce humaine. Donc les granulats sont des petits morceaux de roche qui sont destinés à réaliser des ouvrages de travaux publics. On parle de génie civil, on parle de bâtiments, de maisons, etc., de routes. Donc on va essayer de définir ce que sont les granulats et on va essayer de préciser en même temps donc leurs diverses utilisations. Puis ensuite, dans un deuxième temps, nous allons essayer de décrire l'exploitation d'une carrière de granulats qui sera obtenue dans notre exemple à partir d'une carrière calcaire, mais on aurait pu choisir l'exemple d'une autre carrière. Alors, donc, on va voir qu'il y a entre autres, nous dans notre exemple, en tout cas, il y a trois catégories de granulats, et l'utilisation que l'on va en faire sera laquelle? Bon, donc, on va essayer de montrer dans l'étude des documents que dans les catégories de granulats, il y a des sables, des gravillons et ce que l'on appelle des graves. Alors un sable, ce sont des particules détachées d'une roche qui font à peu près 6,3 mm de dimension maximale. Les gravillons, eux, font 31,5 mm. Et les graves, ce que l'on appelle les graves, donc c'est plus gros que les gravillons, eh bien 80 mm. Donc vous voyez qu'il y a une granulométrie croissante, sable, puis gravillon, puis grave. 6, 31 et 80 mm. Quelles sont les principales utilisations des sables? Eh bien, enrober des routes. Donc ça va constituer ce que l'on appelle les enrobés des routes, en association avec ce que l'on appelle le bitume. Donc là, on pense aux routes. Et les gravillons également. Bon, donc dans les deux, on a ce que l'on appelle, l'homme fabrique des enrobés qui vont permettre de construire des routes en association avec le bitume, et également la confection du béton avec le ciment. Alors on verra ce que c'est le ciment. Le ciment, c'est un liant, quelque chose qui va relier des éléments, un peu comme une colle. Bon. Et les graves, eux, 80 mm, donc ça va être plutôt des sous-couches des routes,
ballast des chemins de fer et remblai. Alors, donc voilà, donc on voit que là, si on regarde par exemple au niveau des routes, on s'aperçoit qu'on va utiliser les sables et les gravillons comme couche supérieure, et comme sous-couche, on va utiliser plutôt les graves. Donc ça veut dire que, comme on le verra tout à l'heure, eh bien il y a plusieurs couches. Lorsque vous regardez une route, il y a plusieurs couches. Bon, combien de couches? Nous le verrons tout à l'heure. Alors le béton, c'est un mélange de granulats et de ciment. Si par exemple vous prenez un caillou puis un caillou, ils sont séparés. Mais si vous mettez un ciment entre les deux, si vous les rassemblez grâce à une espèce de colle, on va obtenir ce que l'on appelle du béton. Donc le béton, c'est un mélange de granulats et de ciment. Les granulats sont donc liés entre eux par le ciment qui va apporter une consistance solide au niveau du béton, une résistance évidemment, et un volume relativement important. Alors nous verrons également, donc, concernant une exploitation, l'exploitation d'une carrière en fait va faire en sorte qu'il va falloir qu'il y ait des granulats. Bon, comment est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont extraire une roche qui sera exploitable. Par exemple, nous verrons tout à l'heure le cas d'une roche calcaire. Calcaire CaCO3, c'est du carbonate de calcium. Bon. Il va y avoir également, suite à l'extraction de la roche, un concassage et un criblage. On concasse, ça veut dire on casse. Bon, si vous prenez un marteau, vous frappez sur une roche, vous allez casser la roche. On va dire on va la concasser. Et si ensuite, par rapport à, donc si vous concassez, vous allez obtenir différentes granulométries. Eh bien, si vous voulez, par exemple, séparer les roches, par exemple, enfin les petits morceaux, par exemple, qui font 2 mm, 6 mm, 8 mm, etc. Ou mieux encore, ce que l'on a dit précédemment, 6 mm pour les sables, 31 mm pour les gravillons et 80 mm pour les graves, eh bien, vous allez utiliser, vous allez faire ce que l'on appelle un criblage. Donc, vous allez utiliser un tamis qui va laisser passer les particules de dimension de plus en plus importante. Imaginons, par exemple, vous concassez une roche, puis vous avez des 6 mm, 31 et 80 mm. Comment est-ce que vous allez faire pour séparer les 6 mm? Un petit temps de réflexion. Eh bien, vous prenez un tamis, donc il y a un maillage, ça veut dire des petits trous, un peu comme une passoire, et puis vous mettez, vous arrangez pour que ces petits trous dans la passoire, donc il faut acheter une passoire adéquate, qu'elle ait des petits trous, par exemple, qui fassent, imaginons, 7 mm. Donc le maillage fait 7 mm. Si vous avez des 6, 31 et 80 mm, lesquels vont être tamisés, vont être criblés, eh bien les particules de 6 mm. Autrement dit, vous allez obtenir un sable. Donc il vous restera dans votre tamis des particules de 31 et de 80, c'est-à-dire des gravillons et des graves. Autrement dit, si vous voulez séparer les gravillons des graves, eh bien, puisque vous n'avez plus de sable, vous l'avez trié. Bon, maintenant, vous changez de tamis. Vous mettez un tamis, par exemple, de 35 mm, correspondant au maillage, enfin, d'un maillage de 35 mm. Eh bien, les 31 mm, évidemment, vont passer. Les 80 ne passeront pas. Donc, en remuant, vous arrivez à séparer les gravillons et il vous reste finalement les graves qui n'ont pas été criblés. Donc, vous voyez, c'est facile de séparer des particules qui résultent d'un concassage en utilisant un système de criblage approprié pour séparer les sables, les gravillons et les graves. Alors ensuite, une fois que le criblage de la roche est fait, l'exploitation, elle fait quoi? Eh bien, elle va contrôler la qualité des produits issus du criblage et du concassage, évidemment. Qualité, ça veut dire si par exemple vous avez trié les sables et s'il y a plein d'impuretés à l'intérieur, bon, il faut contrôler cette qualité. Et si on ne veut que les petits grains de sable, que les granulats sableux, en fait, eh bien, il faut éliminer les déchets. Donc là, il y a des systèmes appropriés qui vont permettre d'éliminer tel ou tel déchet. Dernière phase correspondant à l'exploitation de la carrière, eh bien, c'est le tri et le stockage des diverses catégories de granulats. Il faut les stocker. Imaginons que vous avez rendu les sables, les gravillons et les graves purs. Vous avez
par exemple 3 sacs, vous avez un sac sable, un sac gravillon, puis un sac grave. Bon, ben, vous les stockez, puis ensuite il faut les vendre. Bon. Donc voilà, donc essayons maintenant de préciser un petit peu plus. Hein, donc je répète, on va essayer de comprendre en quoi les granulats sont importants. Nous en avons déjà parlé un petit peu. Maintenant, penchons-nous un petit peu plus sur certains documents que vous allez pouvoir trouver sur Internet ou avec un petit peu de ruse, devinez sur quel manuel je m'appuie. Alors, donc, les granulats, on a dit, des matériaux de construction. Donc, afin de satisfaire ses besoins croissants en matière première, l'homme va extraire des roches du sous-sol et il va les prélever, les laver, les broyer, les concasser, les trier. Bon, voilà, faire un criblage, obtenir, comme je vous ai dit précédemment, donc des stocks de sable, de gravillon, de grave, qui vont pouvoir être achetés par les différents exploitants pour construire, par exemple, des maisons, des routes, etc. Bon. Alors, comment ces granulats sont-ils utilisés? Alors, on a des besoins variés. L'homme a des besoins variés et quantitativement, ce sont des besoins très importants. C'est ce que nous allons essayer de montrer dans un premier temps. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, un exemple d'exploitation d'une carrière, donc du calcaire, on va passer de la roche calcaire au granulat. Commençons par essayer de comprendre comment les granulats sont utilisés. Alors, vous pouvez trouver sur un document donc des images qui correspondent à des images de maisons, d'hôpital, de lycée, des logements divers, des voies ferrées, des autoroutes. Voilà. Bon. Vous regardez et vous vous posez la question, vous dites, mais comment est-ce que l'homme a pu construire une maison, un lycée, un hôpital, une voie ferrée? Bon. Pour construire un logement, il faut entre 100 et 300 tonnes de granulats. Pour construire un hôpital ou un lycée, par exemple, il faut de 20 000 à 40 000 tonnes de granulats. Pour créer 1 km de voie ferrée, il faut 10 000 tonnes de granulats. Et pour créer 1 km d'autoroute, il faut 30 000 tonnes de granulats. 1 mètre cube de béton fait 2 tonnes. 1 mètre cube, c'est pas très grand. Hein. Si vous prenez un immeuble entier, vous apercevez que 1 mètre cube, bah, voilà, il faut 2 tonnes. Voilà, 2 tonnes de béton. Et le béton, c'est quoi? Donc on a dit que le béton s'est obtenu à partir de granulats et d'un liant que l'on appelle le ciment. En durcissant, eh bien ce ciment, enfin le béton va durcir et rigidifier les structures. Si vous voulez construire une colonne dans un logement, dans un bâtiment quelconque, évidemment votre ciment au départ mélangé avec des granulats, alors il faut de l'eau également, hein, il faut mettre de l'eau, eh bien vous obtenez un mélange qui est, alors pas liquide, mais un peu visqueux, un peu dense, que vous mettez entre deux morceaux à coller, admettons. C'est un petit peu mou, mais avec le séchage, avec l'évaporation de l'eau, vous allez avoir une espèce de durcissement de l'ensemble. Alors, les granulats, donc on a dit, ce sont des fragments de roche d'une dimension qui sera en fait inférieure à 125 mm. Voilà. Donc ça veut dire que 12,5 cm, ça veut dire que si par exemple vous concassez une roche, bah, il faut que les particules, il faut que les sédiments en fait fassent au moins fassent moins de 125 mm. Donc à ce moment-là, ils peuvent entrer dans la composition des matériaux de construction. Alors en France, il y a environ 330 millions de tonnes de granulats qui ont été produits au cours de l'année 2016 et ils ont été utilisés dans la construction d'ouvrages variés, tels les maisons, les hôpitaux, les lycées, les voies ferrées, les autoroutes, etc. Donc ceci correspond à une consommation moyenne d'environ 6 tonnes par an et par habitant.
Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, 6 tonnes par an et par habitant. Alors si on regarde la consommation de granulats en tonnes par habitant, en fonction des années et en nous arrêtant malheureusement à l'année 2010, même si nous sommes à l'année 2020, eh bien nous voyons que la production, donc si on fait une courbe de régression, on s'aperçoit, donc on a une droite en fait hein, qui rend moyen en fait l'utilisation, la consommation de granulats. Donc on a une quantité moyenne qui correspond à peu près à 6, alors 6,5 en fait. Donc on a des hausses et des baisses. Hein. Par exemple, on a 7 tonnes par habitant en 1980. En 1990, pareil. En 2010, pareil. Mais en 1985 et puis en 1995, les proportions étaient moins importantes. On avait à peu près 5 tonnes en 85 et puis 6 tonnes, un tout petit peu plus de 6 tonnes, ou 6 tonnes à peu près, en 1995. Donc on voit que la consommation par habitant, bon, mais en fait, ce sont les exploitations, en fait, les constructeurs, etc., qui vont les utiliser. Bon. Donc voilà, on a une variation qui tourne aux environs de 6 tonnes par habitant. Donc 6 tonnes par an hein, et par habitant. Alors, donc voilà pour les besoins annuels en granulats, voilà pour les multiples usages qui contiennent des granulats. Maintenant, essayons de voir les emplois de granulats et essayer de nous pencher sur plusieurs types de granulats dans une voie routière, au niveau d'une route. Bon. Commençons par dire que les granulats sont employés directement pour les sous-couches des routes, les ballasts de chemin de fer et les remblais. Alors les ballasts, hein, ce sont des petits morceaux de roche qui sont concassés et qui sont mis, par exemple, vous avez des rails de chemin de fer, donc sous les rails de chemin de fer, donc vous avez par exemple des ballasts. Donc c'est-à-dire toutes ces particules de roche qui sont concassées avec des grosseurs plus ou moins importantes et qui maintiennent l'ensemble. Donc les rails sont bien posés, bien fixés sur ces ensembles de granulats. Alors bon, évidemment, il y a des techniques pour que l'ensemble ne bouge pas. Voilà. Alors ils sont également associés à d'autres matériaux afin de former ce que l'on appelle des enrobés avec le bitume ou du béton avec du ciment. Donc avec le bitume, donc on parle d'enrobé, et avec le béton, on parle de ciment. Le ciment, on a dit que c'était un liant donc granulat, ciment et de l'eau en proportion variable vous donne donc un ensemble qui, en durcissant, va donner le béton. Donc dans un béton, il y a des granulats qui vont apporter la consistance, le volume et la résistance, et le ciment, lui, va servir de lien à l'ensemble. Alors, quel est l'emploi des granulats? Eh bien, on voit que, alors on verra les routes tout à l'heure, ou non, on peut dire les routes maintenant, après tout. Donc, vous voyez une route. Voilà, vous vous dites, mais quelle est la composition de la route? Est-ce qu'il y a plusieurs couches? Est-ce qu'il y a une seule couche? Etc. Bon. Eh bien, il y a 3 couches, en fait, composées de 90 à 100% de granulats. Alors, on a tout d'abord, si vous essayez de trouver un dessin en 3 dimensions, une animation ou un schéma en 3 dimensions de la structure d'une route, vous allez voir, tout d'abord, il y a le sol. Donc, vous imaginez un sol, il n'y a rien. Il n'y a rien dessus, donc vous décapez, vous arrangez, vous enlevez les végétaux, etc. Alors, pas trop de déforestation non plus. Hein. Bon, et puis, vous voyez qu'il va y avoir une couche de fondation. Donc, il y a une première couche que l'on appelle la couche de fondation. Ça veut dire qu'on a le sol et une petite couche de fondation. Donc, ils sont composés de granulats. Ensuite, on a une deuxième couche plutôt, qui s'appelle une couche de base, donc qui sera située entre la couche de roulement et la couche de fondation. Donc là, vous avez compris que la couche de roulement, c'est là où les voitures, les camions, etc. vont rouler. Eh bien, cette couche de roulement qui est au-dessus, la couche de fondation est en dessous, enfin la couche de base est en dessous et la couche de fondation est en dessous. Donc il y a 3 couches au niveau d'une route, la couche de fondation, la couche de base et la couche de roulement. Donc vous voyez, c'est très important.
c'est pas fait n'importe comment. Lorsque vous voyez des gens qui construisent des routes, eh bien, ça veut dire qu'il y a toute une technique pour mettre en place, pour mettre en couche, donc ces différentes structures routières. Ensuite, de part et d'autre de la route, il y a ce que l'on appelle des structures qui vont permettre le drainage, et puis il y a également un accotement. Voilà, donc il faut respecter, lorsque les ingénieurs construisent ou prévoient de mettre en place des routes à tel ou tel endroit, eh bien, il faut prévoir donc qu'à partir d'un sol, il va falloir poser une couche de fondation, puis une couche de base, puis une couche de roulement, prévoir le drainage et prévoir les accotements. Bon. Donc voilà, et tout ça, donc 3 couches composées de 90 à 100% de granulats, ces 3 couches constituent les routes. Bon, juste préciser que les couches de fondation et de base donc, sont faites en graves. Donc ils sont des granulats de dimension maximale de 80 mm, comme nous l'avons mis en évidence tout à l'heure. Donc les graves sont plus gros que les gravillons et que les sables, mais moins gros, de taille moins grosse, de granulométrie moins importante que la taille maximale des granulats, qui elle est de 12,5 cm. Donc là on voit que les graves constituent donc les couches de fondation et de base, c'est-à-dire la première couche, enfin les 2 premières couches de la route. Alors que la couche de roulement, elle va associer des gravillons et des sables. Donc de granulométrie comprise entre 31,5 pour les gravillons et 6,3 pour les sables. Donc ces sables et ces gravillons vont être mis avec du bitume. Donc l'ensemble va constituer cette couche de roulement. Alors pourquoi, entre parenthèses, est-ce qu'on met, par exemple on dit on met gravillon et sable. Pourquoi est-ce qu'on met des grosses particules et des particules plus petites? Eh bien, pour stabiliser l'ensemble. Oui, mais comment? Eh bien, parce que si vous prenez, imaginons vous prenez trois billes d'un diamètre relativement important. Vous les assemblez. Eh bien, au milieu, vous obtenez un espèce de trou. Il y a du vide. Eh bien, vous imaginez 3 gravillons qui sont mis côte-côte. Au milieu, il va y avoir un petit trou. Eh bien, les sables vont venir combler ce petit trou et rigidifier l'ensemble. Donc voilà pourquoi on met du sable et des gravillons ensemble. Donc ils ont une granulométrie différente, mais ça permet de combler les petits trous et de rigidifier donc la couche de roulement. Donc là vous avez compris ce qui se passait au niveau d'une route, vous en savez maintenant un petit peu plus. On ne voit plus les routes de la même façon lorsque l'on a compris ça. Alors maintenant les emplois des granulats, 57% pour les travaux routiers et ferroviaires, donc 57%, voilà. Alors on avait dit 6 tonnes par an et par habitant. Vous pouvez faire par exemple, imaginons vous voulez faire des travaux routiers et ferroviaires, vous tout seul, vous allez prendre 57%, vous allez prévoir 57% de granulats. Ensuite il y a ce que l'on appelle donc le 8% pour le béton de chantier et les mortiers industriels, 19% de béton prêt à l'emploi, 1% de ballast, bon c'est pas beaucoup, 5% de produits en béton et 10% pour les enrobés. Donc voilà pour ce que l'on pouvait dire sur les multiples ouvrages qui contiennent des granulats, sur les besoins annuels en granulats, sur les emplois des granulats et sur donc plusieurs types de granulats utilisés sur une route. Alors maintenant, nous allons essayer, donc nous avons donc compris qu'il y a des besoins variés et importants quantitativement. Maintenant, nous allons essayer de comprendre à partir d'une exploitation ce qui se passe au niveau de l'exploitation, détailler un petit peu plus l'ensemble. Alors, donc, on voit un exemple d'exploitation d'une carrière, donc du calcaire au granulat. Ça veut dire on part d'une roche calcaire et on doit arriver au granulat. Alors vous vous souvenez que les granulats, la taille maximale c'est 125 mm.
Et la taille minimale, bah, c'est celle des sables, hein, on peut dire 6 mm à peu près. Puis entre les deux, on a les gravillons et puis les graves. Bon. Alors, extraction à l'aide d'une pelle mécanique, d'abord. Les granulats sont exploités à partir de roches qui sont variées et qui sont issues de l'érosion et de la sédimentation. Donc ça veut dire que, en fait, si vous avez des roches calcaires, bien au niveau d'un affleurement, on voit ces roches calcaires. Mais imaginons, il n'y a pas d'affleurement. Imaginons, on marche sur un sol, on voit que de la terre, on voit des végétaux, etc. Bah, dessous, on peut très bien avoir des roches calcaires, des roches métamorphiques, des roches volcaniques, des roches granitiques, etc. Eh bien, imaginons, vous êtes dans un paysage, allez, vous soupçonnez qu'il y a des végétaux qui poussent bien sur les sols calcaires, etc. Alors, vous enlevez cette couche de sol et vous avez accès directement aux roches sédimentaires, là en l'occurrence, par exemple, aux roches calcaires. Donc, si par exemple un exploitant veut une roche calcaire, il faut évidemment qu'il repère l'endroit où il y a ces roches calcaires, et puis ensuite, il faut utiliser les matériaux qui vont faire qu'il va falloir creuser. Donc il va falloir faire ce que l'on appelle des carrières. Donc l'exploitant, il va extraire à l'aide d'une pelle mécanique cette fameuse roche calcaire. Donc ça peut être des alluvions, ça peut être des sables, ça peut être des calcaires, ça peut être n'importe quoi. Là, ce sont les calcaires. Alors les processus d'exploitation peuvent varier suivant la structure de la roche. On n'extrait pas un calcaire de la même façon que l'on extrait un granit ou une roche métamorphique, par exemple, ou une roche volcanique, telle le basalte, l'andésite, etc. Donc ce processus va varier selon la structure de la roche. Alors la roche peut être meuble comme les alluvions, par exemple, ou le sable. Si vous prenez du sable, il glisse entre les doigts. C'est une roche, bon, mais elle est meuble. Par contre, ça peut être relativement mou, si cette roche, par exemple, provient d'alluvions, aux alentours de rivières, de fleuves, etc., eh bien, il peut y avoir, donc c'est très mouillé, c'est très aqueux, mais il peut y avoir dans ce côté mouillé, entre guillemets, donc des boues, et dans ces boues, il peut y avoir des granulats qui sont intéressants à extraire. Bon, voilà, donc si la roche est compacte, c'est du calcaire, par exemple, eh bien, le processus d'exploitation ne va pas être le même. Mais les grandes étapes vont rester toutefois les mêmes. Ce sont des étapes que l'on va décrire. Alors, pas décrire globalement, hein. Enfin, on va décrire globalement, on ne va pas détailler. Donc, pour la carrière de calcaire, eh bien, cette dernière produit, enfin, un exemple de carrière de calcaire qui produit des graves pour la route et le béton, les gravillons et les sables pour les enrober. Donc, une carrière, par exemple, je répète, hein, qui produit des graves. Alors les graves, on a dit, on connaît la dimension, 80 à peu près, 80 mm. Donc ces graves vont être utilisés pour les routes, comme on a décrit précédemment, et le béton, donc pour les routes et le béton, et les gravillons et les sables vont être utilisés pour les enrober. La production va atteindre 450 000 tonnes, par exemple, pour la carrière dont je parle. En 2040, l'exploitation cessera et le site sera réhabilité. Bon, donc ça veut dire que, en fait, l'exploitation ne sera plus possible quand il n'y aura plus de matériaux ou quand le contrat aura cessé. Donc une fois qu'il y a eu une extraction à l'aide d'une pelle mécanique par exemple, il faut un concassage et un criblage des calcaires qui sont extraits. Donc comme on a décrit précédemment. Donc on met des cribles, donc des espèces de tamis de tailles différentes et ça permet de séparer les granulats en différents composants, donc en différents granulats en fait, de tailles différentes. Donc les sables, les gravillons, les graves par exemple. Bon, ensuite, comme on a dit, il faut un contrôle de la qualité des produits. Si par exemple vous avez séparé les sables qui font 6 mm, donc vous obtenez un sac de sable, eh bien il faut contrôler, voir s'il n'y a pas de déchets, s'il n'y a pas d'impuretés, etc., qui pourraient nuire lors de la construction de bâtiments qui sont censés être solides. Donc s'il y avait trop d'impuretés, ça pourrait rendre l'ensemble déstabilisé ou déstabilisé plutôt au bout d'un certain nombre d'années, soumis aux intempéries par exemple.
Ensuite, il faut faire un tri et un stockage des matériaux avant la vente, évidemment. Donc tout à l'heure, on a dit, on a fait 3 paquets, un paquet de sable, un paquet de gravillon, un paquet de graves. Bien là, il faut stocker en quantité industrielle, évidemment. Donc il faut trouver des lieux de stockage. Donc, et ensuite, il faut, une fois que vous avez stocké et mis en réserve des sacs, par exemple, de tel ou tel granulat, il faut les mettre en vente. Donc il faut mettre en vente donc ces graves, ces gravillons et ces sables. Alors, petite parenthèse, une des réhabilitations possibles d'un site qui était une exploitation, eh bien, c'est faire une promenade, donc une zone de promenade avec mise en valeur, par exemple, d'un front de taille, c'est-à-dire d'un affleurement, alors qui n'est pas un affleurement naturel, puisque c'est l'homme qui avait extrait, par exemple, la roche calcaire à l'aide d'une pelle mécanique, et puis ensuite avec toutes les étapes correspondantes, donc il y a eu donc des engins, donc des matériaux qui étaient en place et qui ont permis à l'exploitation de vivre entre guillemets. Mais lorsque l'exploitation est fermée, lorsque tout cesse, eh bien il reste cet affleurement qui a été fait par l'homme, entre parenthèses. Et donc là, on peut s'amuser, enfin les collectivités peuvent faire en sorte que ça corresponde par exemple à des promenades, à des lieux de visite, à des sentiers de randonnée, etc. etc. Bon. Donc voilà, hein, on a à peu près répondu au problème. Donc comment les granulats sont-ils utilisés? Donc on a vu que les granulats sont des matériaux de construction issus de l'érosion. On a parlé de multiples ouvrages avec les maisons, les lycées, les hôpitaux, les voies de chemin de fer, les routes également. On a vu donc les emplois des granulats avec les différents pourcentages. On a vu qu'au niveau de la route, il y avait plusieurs types de granulats dans une route. On n'y revient pas. On a vu l'exemple d'une exploitation avec les différentes étapes de l'exploitation qui permettent d'obtenir donc des réserves de granulats sous forme de graves, de gravillons et de sable qui sont stockés et puis mis à la vente. Voilà, le cours est terminé. Merci.